شكرا سي عباد على الدعوة للاستضافة، لأن اليوم رانا 19 ديسمبر، والمناضل والدبلوماسي سعد حلب الله يرحمه توفى يوم 15 ولا 16 ديسمبر 2000، يعني نقولوا ذكرى، وفي نفس الوقت مناسبة باش نحييو المناضل والدبلوماسي، نحييو الرجل السياسي ذو مبادئ راسخة، يعني من البداية حتى النهاية من مشواره في الحياة. أنا بكل صراحة كيفاش بديت نهتم، خاصة نهتم بكل ثوار تبعنا، وخاصة اللي مروا كوزراء شؤون الخارجية، يعني اللي كانوا في الطقم الجزائري، طقم المفاوضات الجزائري في إيفيان وخارج إيفيان. أتذكر سمعت واحد النهار مولود قاسم، بداية بالقاسم، يعني كان زعفان شوية. واش يقول؟ قال لهم اللي وريتو لم تشي سعد دحلب تاع الصح. كان عنده وقيلا حوار او نقاش مع التلفزيون، بالك كان عيان ولا في امور اخرى ما نجهلها. و تعرفوا نات بالقاسم كي يهضر يعني بحراره، قال لا مشي هذاك سعد دحلب، لو كنت تعرفوا شكون سعد دحلب. الوغ قلت سينات بالقاسم ما يهضرش في الفرها، نحوس نشوف. ولهذا شخصيا وجدت رجل مناضل ثوري ودبلوماسي، يعني على المستوى. وما نهضرش على السيرة الذاتية تاعو لأن مش يعني الموضوع، ولكن في أي أشياء لازم نقولوها، وخاصة أن سي شقنامي من عائلة سعد دحلب، ألف كتاب وعمل بكل تواضع، ما قالش بيوغرافي، قال élément biographique et recueil de documents présentés. أنا واش نفهم كي نشوف كتاب كيما هذا واسمو سعد حلب ميليتون ودبلومات، ولتحت نشوف élément biographique، ça veut dire مازال on a encore à découvrir سي سعد دحلب. سي سعد دحلب d'abord il a été militant dans son jeune âge. Il avait été arrêté en 1944 et emprisonné. Ensuite, il avait été emprisonné juste avant le déclenchement de la Révolution. Il avait été libéré en mars 1955, si ma mémoire est bonne. ومن ثم سعد التحق بحزب جبهة التحرير الوطني، وربما كثير من الناس ما يعرفوش باللي سي سعد حلب كان ممبر دو سي سي او. شكون اللي كان في السي سي او؟ بن رمضان، كريم بالقاسم، العربي بن مهيدي،
وبن خدام وسعد حلب. يعني في إشارة ملاحظة مهمة. عندما أنشئت اللجنة بن خدام ودحلب ما كانوش في الكونغر مؤتمر الصومال. سي امبورطون مي ils ont été désignés. هذه باش نشوفوا مكانة ووزن الرجل في الثورة. ومن بعد حنا نعرفوه أكثر عبر مشواره الدبلوماسي. أنا أتذكر كي دخلت صغير إلى وزارة الشؤون الخارجية نسمع سيد حلب سيد حلب سيد، يعني une référence. أنا je l'ai pas connu. J'ai des collègues encore en vie qui l'ont connu. Certainement qu'ils peuvent dire plus de choses. بصح comme on dit, les faits, ils restent. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai eu des documents, des matériaux concordants qui parlent de l'homme. D'abord, au plan de la personne et de la personnalité, tout le monde s'accorde à dire que c'était une personne très agréable, avec un humour corrosif. Je vois que la fille de Saïd Halib, elle est en train d'acquiescer. Elle est mieux placée que nous pour en parler. Il avait le sens de la répartie, redoutable, esprit vif, et surtout pour la mission qui lui avait été confiée dans le cadre du mouvement pour la libération de l'Algérie. Il avait participé aux négociations de manière vraiment, le mot n'est pas assez fort, admirable. Qui fait? D'abord, il maîtrisait très bien les dossiers. Il lui est arrivé une fois une question qu'il n'avait pas maîtrisée. Donc il a eu recours à un conseiller. Et le conseiller lui avait donné quelque chose qui ne cadrait pas aux négociations qu'il y avait avec le vis-à-vis français. Saïd Halib Yekteb, il s'est rendu compte parce que les Français avaient relevé ça. C'était sur le pétrole. Je me suis retrouvé à jongler avec les chiffres et à convaincre la partie française que c'était juste ce que j'avais dit sur la base de ce qui m'avait été apporté par un conseiller technique. Il avait retourné la situation, y compris donc c'est une question technique, en l'occurrence la question du pétrole. Il avait des méthodes de travail. D'abord, il est important de dire, parce qu'on parle des choses, on dit, mais c'est ça, l'historien, il ne faut jamais qu'il tombe dans le piège de regarder l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui. C'est pas possible. C'est la faute fondamentale que les gens commettent. Il faut toujours contextualiser, se rapporter au contexte. Dans quel contexte? International,
interne à la France, interne à l'Algérie, nos diplomates de la Révolution avaient accompli leur travail. Il y avait énormément de choses à dire. Il fallait bien être lucide, perspicace. Et comme si Saad Hleb disait, il fallait connaître le vis-à-vis. Effectivement, c'est pendant les négociations, les Roses, la négociation secrète, puis phase finale de Vienne, d'Évian, ils avaient en face d'eux, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des personnalités politiques, des responsables et des diplomates chevronnés, rompus aux négociations internationales les plus complexes. Louis Jox ou la De Broglie. Donc, et vous avez des jeunes, parce qu'ils étaient des jeunes non négociateurs. C'est vrai, si Saad Hleb était un peu plus âgé, je pense qu'il était né en 1919. C'est ça. 18. Ça va, marnish bzaf. Deux dates presque là. Mais les autres étaient des jeunes hommes. Et comme on dit aujourd'hui, les jeunes, ils ont assumé. Et très bien assumé. Kitra, l'ouvrage de Saad Hleb. C'est dommage, moi j'aurais voulu qu'il y ait un ouvrage qui va compléter ça, qui va mettre en relief certains aspects. Parce que Hna, Yahdar, c'est normal. Il avait un message à transmettre. Et tout un chacun peut comprendre les soucis. Ce n'est pas la peine qu'on Donc il y avait un contexte international. Il avait compris que malgré la dureté des combats et nos pertes, il n'y a qu'à voir les statistiques. Les dernières années ont été vraiment sanglantes. Mais il avait compris, comme aurait dit Hegel, le sens de l'histoire. Et c'est très important. Il sait que la France s'est prise à son propre piège. Et pourtant, la France, contrairement à ce que disent quelqu'un, qui se marchait avec les deux connaissances de l'indépendance, à titre personnel, je suis révolté. C'est des gens, c'est des ignorants qui ne connaissent pas l'histoire. Parce que la France avait tout fait pour garder la perle de l'Empire, c'est-à-dire l'Algérie. Qui les dates de proclamation de l'indépendance de plusieurs pays africains. C'était vers 1960. C'était quoi? C'était quelques mois avant. D'abord, les calculs pour parler, on va des négociations. C'est très très important. Mais les sociales. La même chose. Et ce n'est pas jeter la pierre, chaque pays, chaque peuple a sa propre histoire. Mais, ils avaient profité de la révolution algérienne. Vous n'avez qu'à voir quand est-ce qu'ils ont eu l'indépendance. Donc, il avait cette vision. D'ailleurs,
dans son ouvrage, il fait souvent référence à d'autres expériences révolutionnaires, chinoises, vietnamiennes, il cite Tito, il a créé. Donc c'était quelqu'un qui n'allait pas juste pour aller à ces négociations. Il sait que la France, dont l'image s'était dégradée à cause de la guerre d'Algérie, voulait signer quelque chose avec les Algériens. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, 11 décembre 1960, c'était les grandes manifestations qui étaient, si l'on pouvait faire référence au professeur Charles Chaumont, qui a été mon professeur dans les années 1970, il dit que les peuples se réalisent dans la lutte. C'est comme une sorte de référendum. Chab était descendu dans la rue. Et juste après, 3 jours plus tard, d'ailleurs, il y a eu cette fameuse déclaration, ce qu'on appelle la résolution 1514, déclaration pour l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux. Avec Mubasharat. Saad Harb, il a vu l'impact de la révolution algérienne. Est-ce qu'elle donnait comme atout, comme force, devant un ennemi puissant? On parle de la France du début des années 1960. Un petit arbre. C'était l'une des plus grandes puissances au monde, et la trente glorieuse. Mais il ne s'est pas laissé intimider ou l'impressionner par ça. Non. Le sens de l'histoire travaille pour nous. Donc, que tu fous toutes les tentatives de la France, pas seulement à Paris, De Gaulle, il a la paix des braves et tout. Il y avait aussi le gouverneur à Alger, avec son fameux triptyque. Non, c'est pas Suster. Guy Mollet, son fameux triptyque. Gars, il dit que Habsou, c'est le feu. Maintenant, avec le recul, lorsqu'on est assis en si bonne compagnie, on peut réfléchir. Mais les choses n'étaient pas aussi simples. Évidemment, Saad Harb ne décidait pas tout seul. D'ailleurs, au passage, il y avait une coordination extraordinaire avec le GPRA. Donc, vous savez, les chouhada, les souffrances, et la غير. ما عاد يقول لك سي الفيا نحبسه. هو في الحقيقة c'était un piège. C'était un piège. C'est pour utiliser ce cessez-le-feu pour faire avancer de nouvelles manœuvres. Et si Saad Harb le dit dans clairement, il n'en est pas question. Un cessez-le-feu, pourquoi? Quelle finalité? Donc, le FLN dit non. Un cessez-le-feu définitif qui soit accompagné de mesures, de décisions qui doivent suivre. Ça, c'est une leçon
qui a dû certainement servir à beaucoup de peuples colonisés ou sous domination coloniale. Parce que c'est une leçon extraordinaire. Et nos diplomates de la révolution, du combat, Makharjo, Lamlena, c'est ce trait de génie d'un peuple qui naît souvent et se forge dans l'épreuve et dans l'action. C'est Abad, il a rappelé la conférence que j'ai donnée à la Fad Mansoum, avec le recul, comme une jeune femme, avec toutes les contraintes qui pesaient sur sa tête, en plus, c'est-à-dire plus serré. Comment elle a fait ce qu'elle a pu faire. Il faut donc ce plus extraordinaire. Pourquoi je disais que nos négociateurs, avec la partie française, c'est une véritable école. Je parle en tant qu'ancien ambassadeur, pas seulement dans le bilatéral, aussi dans le multilatéral. J'étais ambassadeur représentant permanent auprès de l'Union africaine pendant près de 5 ans. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est là où se trouve toute la science, toute la connaissance, toutes les techniques de la négociation. Évidemment, comment nos négociateurs ont agi, en termes populaires, je dirais Barakallahu Fikoum. Vraiment, c'est quelque chose d'inouï. Moi, je pense qu'on doit enseigner cette expérience diplomatique de l'Algérie combattante. C'est inouï. Et je vois ça avec le regard, comme je vous ai dit, d'un ancien ambassadeur qui a fait beaucoup de multilatéral. Donc je sais à peu près de quoi je parle pour mesurer la. Si Saad Hleb, il avait appliqué les techniques qu'on enseigne actuellement en matière de négociation. Il les avait appliquées, il les avait écrites d'ailleurs. D'abord, l'objectif stratégique. Lorsqu'on négocie, surtout avec un partenaire, il peut, un détail, avoir un objectif stratégique, non négociable. Et nos négociateurs, si c'est Hleb, Kalik, indépendance de l'Algérie, souveraineté à l'interne et à l'international, intégrité territoriale. On va dans l'intérieur, surtout Rabbi Subhanahu, il lui a donné ce don désarmer, voilà, de désarmer l'interlocuteur. Et j'ai vu, l'on avait vraiment usé. Qu'il y a une histoire, Louis Jox, ministre des Affaires étrangères de France, بدا حتى قال لهم راكم تقلقوني. J'ai jamais, قال لهم de ma vie je n'ai pas vu ça. قال لك زعما بزاف
من الوضع تاعو طيشهم لا سي سعد حلب n'était pas tombé dans son jeu. Il a réagi de sorte un peu, pas ridiculisé, mais il a remis Louis Jox à sa place. Là, il y avait autre chose. Une fois, واحد قالوا بزاف etc. Notre interlocuteur, dans les négociations, il ne fallait pas négocier avec les Algériens. Yani, comment actuellement en géopolitique, en géostratégie, il y a des théories et que le rapport du faible au fort. C'est lorsque قدام فرنسا تقلب لهم كاع اللعبه. Eh bien, nos négociateurs, et les négociations, il faut que les historiens le disent, le répètent. C'était des négociations longues, extrêmement complexes, qui nécessitaient des experts sur la plupart des... Ça parlait même du téléphone, etc. Il fallait avoir des experts. Et pourtant, ils ont rempli leur rôle. L'autre chose qui tenait beaucoup c'est ce qu'il appelle l'unité du peuple algérien, mais comprise dans sa vision de l'époque, parce que qu'est-ce qu'on a dit, l'historien doit se replacer dans le contexte. Parce que Français, pendant un bout de temps, sur orientation de De Gaulle, mettez l'accent sur les Français d'Alger, la communauté, la minorité, sur le statut, les garanties. Il le faisait, كما قال سي سعد حلال, حب يخلقنا un peuple dans un peuple. C'est un sujet stratégique. Donc De Gaulle, est-ce qu'il avait fait ça par populisme, parce qu'il avec Chorlou. Mais l'essentiel, c'est que nous, en tant qu'Algériens, nous avons reçu ça. Il n'en est pas question. Et qu'est-ce qu'il faisait, si c'est là, il faut le dire, intransigeant sur les principes. Autant il pouvait être discuté, sourire, blaguer, etc. Mais sur les principes, et là, lorsqu'on parle de la diplomatie algérienne, parce que c'est un je vais vous dire une chose, parce qu'il nous faudra toute une conférence pour tenter de vous expliquer avec des cas concrets et des analyses. Ce qui fait la force de la diplomatie algérienne. Et en saluant nos aînés, je vous assure que la diplomatie algérienne a puisé de cette expérience des négociations pour l'indépendance de l'Algérie. Al-Khatar, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agissait pas, parce qu'il y a eu beaucoup d'accords entre colonisateurs et colonisés. Ils signaient يقول لك نتفاهمنا تديو l'indépendance, qui était généralement des indépendances boiteuses. Mais معليش, ce n'était pas ça. Il y avait des objectifs stratégiques dont j'ai parlé, et il y avait des choses très concrètes, où il fallait non seulement la conscience politique, il y avait la connaissance des dossiers, y compris la culture en matière de procédure. Vous savez, un diplomate qui se spécialise dans ce qu'on appelle multilatéral,
S'il ne connaît pas la procédure, je l'ai dit en kabyle. غير يقعد tranquille. Eh bien, nos négociateurs, à Vienne et avant, ont démontré une chose. Même heavy, les questions de procédure, il les maîtrisait très bien. Je vais conclure parce que je suis sous la pression de Mme Mehabad. Moi, non, je vais seulement dire une chose. Allah yarhamhum, c'est une fierté, c'est une place à part dans l'histoire de notre pays. Assalamu alaikum.